Coucou tout le monde, on est en live avec Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, encore une fois, on est toujours dans l'épisode FTX, on va parler beaucoup d'FTX bien entendu, on va parler d'analyse technique avec Léo, on va parler aussi un petit peu de fondamentaux rapidement, mais c'est vrai qu'on va surtout faire le point sur les choses qui peuvent inquiéter le marché, avoir du factuel en face des yeux et aussi des choses pour se rassurer ou pas et agir en conséquence en tant qu'investisseur. Ce qui m'amuse en ce moment, c'est de savoir quelle sera la nouvelle qui fera capituler tout le monde ou presque. Alors, je peux te dire qu'il y a de la capitulation, mais moi je dirais la chose à l'inverse. Il y a tout le monde qui colle plus ou moins des bottoms en mode les gens sont épuisés. J'ai pas encore la prétention de le dire. Je l'ai déjà call à 18 000 et quelques sur mon Twitter. Léo l'a dit récemment, ça sent le bottom. Je suis assez d'accord. Ça sent le bottom, J'ai pas dit mais t'as exactement pas ça. call le bottom. T'as pas call le bottom. T'as dit on a des Non, signaux de bottom. pour moi, pour vraiment reflip bull sur la chart en weekly, il faut tout simplement qu'on repasse au-dessus des 18 500, 19 000. Tant qu'on est en dessous, on est exposé à potentiellement plus de baisse. Donc Ouais. voilà, tant qu'on repasse pas au-dessus de cette ligne rouge, pour moi, on est toujours dans un contexte qui est baissier, mais baissier en mode on a eu un mouvement de baisse assez fort. Là, on a une consolidation et je pense qu'on aura probablement davantage de volatilité qui va suivre. Je m'attends pas à une consolidation méga longue ici, personnellement. Donc, on verra. Moi, comme je vous l'ai dit, j'attends qu'on reclaim cette zone, qu'on s'en serve comme support pour dire, OK, ça, c'était genre une sorte de déviation et le bottom. Mais tant qu'on n'a pas ce cas-là, pour moi, il y a quand même de bonnes chances qu'on pousse plus bas. Donc voilà. Et je pense pas avoir call le bottom. Je pense que d'ailleurs, quand on était ici, qu'on retestait cette zone, je disais que si on repassait en dessous de cette zone, je voyais bien le prix pousser sous 17K. Ça a été le cas derrière. Ici, j'étais assez optimiste et j'ai dégagé pas mal d'alt ici. Puis après, ici, j'ai tradé, mais j'avais commencé à bien accumuler du spot. Bon, on va dire que SBF me l'a pris. Si jamais pour les gens qui regardent le chat, vous dire vendre maintenant c'est mauvais buy, si ça se trouve c'est le bottom et tout, faites ce que vous voulez, hein. C'est votre pognon, franchement, vous laissez pas Mais après, influencer. moi, là où je peux me mouiller dans un sens, c'est encore une fois, c'est que mon opinion, c'est que ce que je fais moi. Encore une fois, moi, j'appuie pas sur le bouton pour vous, je vous donne uniquement mon opinion et ce que je fais. Et il y a plein de choses que je fais mal. Pour moi, vendre ces prix-là, c'est quel intérêt en fait? Je pense qu'il y a plus de probabilité qu'un jour tu sois en profit en achetant ici qu'en vendant, quoi. Quand tu as un prix de BTC qui retrace de... bon, c'est de l'opium alors qu'on n'a rien techniquement pour call le bottom, hein, je vous préviens. Mais quand tu as le prix qui retrace de 77% et qu'historiquement tous les bottoms de BTC c'est entre 82 et 86, bon, je pense que vendre ici c'est pas le plus worst. Encore une fois, on ne sait pas si l'histoire va se répéter, etc. Et encore une fois, il n'y a aucune garantie qu'on trouve nécessairement des acheteurs tout de suite maintenant. Si t'as pas vendu, toute cette baisse, je vois pas pourquoi vendre ici. Si on arrive à réutiliser cette zone ici des 18 500 en tant que support, à ce moment-là, je pense qu'il y aura possibilité de pousser beaucoup plus haut et à ce moment-là, on aura un bottom temporaire. Mais tant que ce n'est pas le cas, tant qu'on n'arrive pas à faire des clôtures daily ou weekly au-dessus des 18 500 et qu'on se resserre de cette zone en tant que support, à ce moment-là, pour moi, ça pue et on est toujours dans une phase baissière où on est justement uniquement dans une consolidation. Donc pour moi, on a eu la première impulsion. Là, on a une consolidation et le plus probable, c'est qu'on ait une autre impulsion baissière. Les prix à surveiller IMO, c'est notamment les 12K. On peut avoir des réactions avant au niveau des 14K, mais vraiment, moi, ce qui va m'intéresser, c'est les 12 000 $ parce que ça a été la zone qu'on a cassée avant de simplement lancer ce bull run ici. Autant, pour moi, tant qu'on est sous cette zone ici, la target logique, c'est ici. Autant si on réclame cette zone ici, je serais prêt à avoir un biais haussier. Mais pour le coup, là, acheter ici, c'est acheter un peu au milieu nulle part et c'est assez dangereux d'un point de vue trading et d'un point de vue spéculation court terme. Après, si vous faites de l'investissement, c'est une autre philosophie et vous regardez pas les choses de la même manière. C'est-à-dire que si vous êtes investisseur et que vous vous placez ici et que vous dites bah moi j'achète du Bitcoin maintenant et je compte pas le revendre avant le prochain halving ou je sais pas un nouvel ATH, bah à ce moment-là vous n'avez pas du tout la même vision du marché et ce qui se passe entre grands guillemets à court terme, même si on est sur sur un graphique hebdomadaire, vous intéresse moins. On a Grayscale qui ne dévoile pas sa proof of reserves. Alors ça, franchement, je vais vous retrouver le tweet. J'en ai parlé avec des potes. Chaque actif Grayscale a sa propre entité légale, donc soit un trust, soit dans le cas d'un portfolio de plusieurs assets, une compagnie à responsabilité limitée. Les lois et les réglementations font que ces actifs ne peuvent pas être empruntés ou loués
à d'autres parties. Déjà, ils disent clairement noir sur blanc, on fait pas de magouille avec les fonds pour générer des yields, des trucs comme ça. Ces actifs sont gérés par Coinbase Custody Trust Company. Ensuite, ils disent, ça c'est quand même intéressant, que les GBTC, donc Grayscale Bitcoin Trust, et les ETHE, bon là ils le disent pas dans le tweet, sont bien backés par des vrais bitcoins. Donc t'as pas ce que je disais juste avant de réserve fractionnaire ou en mode, bon bah t'as un bitcoin en caisse et tu crées 2 ou 3 ou 4 bitcoins que tu peux échanger sur les marchés pour créer de la valeur. Non, un GBTC qui s'échange sur le marché, c'est un bitcoin en caisse. Ils disent que Coinbase effectue fréquemment des vérifications on-chain, donc pour vérifier que les fonds qui sont protégés n'ont pas été piratés, bougés ou que sais-je. Et ils disent, pour des raisons de sécurité, nous ne mettons pas ces informations de portefeuille on-chain publiquement, donc pas de proof of reserve, c'est-à-dire que ces fonds-là sont stockés sur des adresses, mais pour des raisons de sécurité... Ils veulent pas donner les adresses pour éviter les problèmes. Je ne comprends pas. Je vous dis ça sincèrement, j'ai demandé avec des potes. Mais surtout si c'est Coinbase Custody, genre en mode ça doit être méga safe, tu devrais pas avoir peur, je sais pas. C'est... Franchement, ça pue du cul, hein, les gars. Je veux pas FUD, mais... En fait, si tu peux, si ton seul moyen d'avoir confiance, c'est de dire ok, ils l'ont dit, c'est bon, c'est dangereux quoi. C'est vraiment. C'est en mode faites-nous confiance, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment. Bah oui, trust me bro, trust me bro. Grayscale aujourd'hui, c'est le plus gros fonds d'investissement crypto du monde, avec sous-gestion. Un véhicule d'investissement crypto, genre c'est-à-dire si t'es une grosse institution, plutôt que d'acheter et de détenir ton BTC, bah tu passes par Grayscale et t'achètes genre un instrument financier assez standard, assez similaire à ce que les institutionnels trade. Et ils n'ont pas besoin de détenir les BTC parce que en gros, c'est Grayscale qui le font pour eux. Donc en gros, ça enlève des frictions d'un point de vue investissement pour les institutionnels et les entités qui agissent sur les marchés traditionnels. Quoi. Je pense qu'ils gèrent des fonds pour vraiment les plus gros comptes bancaires, tout ce que vous voulez de la planète. Aujourd'hui, Grayscale, vous le voyez juste ici, Grayscale, c'est 630 000 BTC sous gestion. Rendez-vous compte. 630 000 BTC sous gestion, ça fait déjà 10,6 milliards de dollars de Bitcoin sous gestion, les gars. Et pour ce qui est de Ethereum, on est à 3 millions d'Ethereum, soit quasiment 4 milliards de dollars d'Ethereum sous gestion. Enfin, on veut pas fut pour rien, mais c'est juste qu'ils veulent pas donner d'éléments qui prouvent qu'ils backent tout ça à 100% et qu'il y a aucun moyen on-chain de le valider en fait. Donc c'est juste, en gros, actuellement on est obligé de leur faire confiance. On-chain, on retrouve pas la totalité, donc forcément ça soulève des questions. Encore une fois, ça se trouve c'est vraiment backé à 100%, mais en tout cas le marché réagit mal à cette nouvelle quoi. Les exchanges se pressent de publier leur proof of reserve, donc on a fait un article dédié sur le sujet. Le proof of reserve, ce n'est pas suffisant. Je suis tout à fait d'accord avec ceux qui connaissent mieux le sujet. Le proof of reserve, c'est quoi? On va faire une approche par l'exemple. Tu veux savoir à peu près, d'ailleurs il y a Swissborg qui vient de publier son proof of reserve, tu veux savoir à peu près combien détient l'exchange ou la plateforme de lending borrowing, etc. Donc tu identifies sur les différentes blockchains les adresses et combien elles possèdent. Donc là par exemple, vous voyez sur mon écran, on a des adresses Ethereum, des adresses ERC20, parce que potentiellement tu peux avoir du pognon sur différentes chaînes, et des adresses Bitcoin. Voilà. Et quand tu fais l'accumulation de toutes ces adresses, d'ailleurs, Nansen est un outil payant, mais ils ont une partie gratuite qui est très bien. Vous pouvez connecter votre wallet et vous pouvez vous-même faire des portfolios et traquer plusieurs adresses en même temps pour avoir un net worth complet. Tu peux voir en fait combien il y a de pognon sur ces adresses. Le problème de cette méthodologie-là, c'est que tu n'as pas les actifs sous forme d'equity, forcément, puisque des actions en bourse, des trucs comme ça, c'est pas certifié par la blockchain forcément, donc tu peux pas le voir. Tout ce qui est actionnariat dans des startups et compagnie. Mais tu ne vois pas non plus la dette. C'est-à-dire que si un exchange, il a 2 milliards de dollars d'actifs, mais que d'un autre côté, il est endetté de 1 milliard, bah, tu pourras pas faire ta petite compta pour te dire, bon, bah, au final, ils ont qu'1 milliard dans les caisses. C'est une version améliorée du Trust Me Bro. C'est un début. C'est un début, c'est pas mal. Et donc là, j'ai missionné un de nos rédacteurs pour qu'il nous parle d'un process qui est plus intéressant. Il s'agit du Proof of Liability. Donc je vais pas vous en parler en détail parce que malheureusement, je ne maîtrise pas encore le sujet. Mais le but, c'est de pouvoir vérifier par la blockchain qu'un exchange est solvable pour ne pas inquiéter les clients. Donc dès qu'on a un article de prêt sur le sujet, j'hésiterai pas
à vous le partager. Ça, c'est un article de Vitalik. Vitalik qui a fait un article. Comment faire en sorte que les exchanges soient solvables et qu'on puisse le prouver. Et comme d'habitude, il nous a fait un truc ultra technique pour nous expliquer par A plus B comment ça fonctionne, avec des fonctions de hachage, Juste le Go, encore une des fois. trucs comme ça, voilà. Avec ça, ça fait mal. Bon, moi, j'ai arrêté les maths à partir de la terminale. Donc, plus, j'ai pas fait 2S, donc forcément, ça me dérange un petit peu. Mais on va essayer de vous faire un article sur le sujet pour vous expliquer. Parce que, comme on le disait plus tôt avec Léo, et de toute façon, c'est du sûr. Le but de Bitcoin et de la blockchain, c'est d'avoir la main sur son pognon. Mais tu auras toujours des gens qui seront pas rassurés en cas de piratage, en cas de ci, en cas de ça. Donc, qui placeront leur confiance dans des acteurs centralisés. Nos darons, ils vont pas utiliser un ledger la plupart du temps. Donc, c'est ça. Et du coup, on peut pas dire, vas-y, les exchanges poubelles. Non, on aura une cohabitation constante entre la blockchain et les exchanges. Il faut pas que tout le pognon passe par les exchanges. Il faut aussi que les gens, une bonne partie des gens, fassent l'effort d'apprendre à utiliser des ledgers et compagnie. Mais on doit cohabiter ensemble. Donc, il faut qu'il y ait un process pour la partie exchange pour qu'on n'ait plus jamais un scénario comme on l'a vu avec FTX. Ce qui s'est passé avec FTX, il faudrait vraiment que ce soit la dernière fois, en fait. On va pouvoir passer à un épisode FTX. Alors, est-ce que vous êtes prêts, le chat, pour qu'on se remette une petite couche de nouvelles? Le 12 novembre, la Securities Commission des Bahamas, donc le gouvernement, a ordonné le transfert de tous les actifs numériques de FTX Digital Markets Ltd vers un wallet contrôlé par la commission. C'est l'entité aux Bahamas de FTX. Et comme vous le savez, historiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous ne le savez pas, je le répète. FTX a déposé son document pour dire vas-y, on part en liquidation. Comme ça, on refait toute la compta, tout propre, on voit ce qui est sorti, ce qui est rentré, le pognon qui est resté. Tous les gens qui nous doivent de l'argent, on leur réclame le pognon, on récupère un maximum de pognon et ensuite on le redistribue aux victimes. Donc d'abord les utilisateurs, ensuite les investisseurs. Quelques heures après, on a vu un demi-milliard de dollars de crypto-monnaies qui sont sortis de l'exchange, donc apparemment piratés, qui sont partis sur différentes adresses. Et donc, on comprenait pas parce que on a pensé à un piratage. SBF, même s'il fait que mentir, nous a dit c'est un piratage, c'est soit un malware, soit un ex-employé. Après, on a cette news-là qui a 48 heures qui nous dit bah en fait, c'est le gouvernement des Bahamas. Donc, c'est un hacker ou c'est le gouvernement des Bahamas et en fait, bah visiblement, c'est les deux. C'est-à-dire que c'est pas encore tout à fait sûr. Mais on a eu plusieurs théories par rapport à ça. Et ZachXBT en a parlé tout à l'heure. J'ai pas vérifié toutes les adresses et tout, mais il y a plusieurs adresses. Il y a eu 11 adresses, apparemment. Bref, on voit du pognon rentrer, sortir sur différentes adresses. Et donc, on s'imagine que tu as eu un hacker, ce qu'on appelle un white hat, donc bien intentionné, qui a tiré le pognon le plus vite possible pour les mettre en sécurité aux Bahamas. Donc, potentiellement, en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est que les Bahamas, qui est un plus petit pays, bah, peut-être va pouvoir solutionner la situation plus rapidement pour pouvoir restituer des fonds au peuple du Bahamas, mais surtout aux Américains et compagnie. Par contre, il y a eu une partie des fonds qui a été piratée et on va pouvoir boucler sur une deuxième histoire. Et même pour moi, je tiens vraiment à m'excuser de ne pas être 100% clair là-dessus parce que je digère encore l'information de cette semaine. Mais ce qu'on sait, c'est que REN protocole DeFi qui permet d'avoir par exemple des bitcoins wrappés, des trucs comme ça, on s'est rendu compte que le hacker qui a tiré les fonds de FTX, donc pas les fonds qui sont du côté du gouvernement du Bahamas, mais les autres fonds qui ont été piratés. Ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il transforme ses Ethereum en Bitcoin de REN Protocol. Parce que tu as REN Protocol, et je pense pas que ce soit lié, mais c'est un concours de circonstances, qui ont dit, bon bah voilà, nous REN Protocol, à la base, on est un protocole qui était acheté par FTX ou Alameda, je sais plus. Sauf que bah forcément, vu que FTX et Alameda, c'est finito pipo, bah on va essayer de s'en détacher, donc on va faire une V2 du protocole. Et donc d'ici quelques jours, on va interdire le fait de pouvoir minter de nouveaux jetons pour pouvoir faire cette transition. Comme le hacker, il se dit, ok, j'ai des Ethers, je vais essayer de les blanchir le plus rapidement possible parce que visiblement, il a choisi REN Protocol pour le faire. Je ne serais pas capable de vous dire pourquoi. Donc, il transforme ses Ethereum en Bitcoin et il le fait le plus vite possible avant que REN bloque, en sachant qu'en plus de ça, je crois que tu peux rendre des REN BTC wrappés contre des vrais Bitcoins. Donc, il va se dépêcher d'essayer de les rendre pour récupérer des vrais Bitcoins et sortir du circuit
pour se débarrasser de ces Ethers. Donc c'est pour ça qu'on voit aussi, tout à l'heure tu disais l'Ethereum il a une sale gueule. Bah, je pense que c'est une dinguerie BTC là. Je pense que l'Ethereum il a une sale gueule par rapport à cette actualité là, Léo. C'est que comme ils vendent des Ethereum pour des BTC, bah, ça crée de la pression vendeuse en plus sur l'Ethereum, et en plus de ça, toutes les news qui sont poussées dans les médias, bah, les gens sont encore plus bearish sur l'Ethereum et peuvent le shorter. Merci beaucoup en tout cas tout le monde. Merci Léo également. On se dit à cette semaine si on se fait un petit live dans la semaine. Sinon dans tous les cas, on sera là dimanche prochain. Et moi je vous souhaite une excellente soirée ou journée. Ciao tout le monde. Tchuss.